Allô, Patrick? Oui, je vous vois. Allô, Chantal. Patrick? Patrick, ça va? Oui, ça va, Chantal. On va commencer. Vous êtes prête? waa mbégte lay doon saa su ne bu ñu jàngatee fii ci Walfadjri la voix des sans voix. Allô, Patrick? Patrick, ça va? Bonjour, bonjour, chers messieurs, chères mesdames. Good morning, everybody. Good afternoon, wherever you are. On va commencer dans une minute. We're going to start in 1 minute, just to give time for a few people to connect, and we'll be starting. Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est avec un plaisir que le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition en Afrique, le CERFAM, en collaboration avec Agrium, vous invite à ce 4e volet d'une série de webinaires que nous organisons sur la sécurité alimentaire, sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Alors, le sujet qui nous interpelle aujourd'hui est d'une grande importance, parce qu'il faut savoir que bien qu'il y ait assez de nourriture pour les 7 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes, soit près de la moitié de l'humanité, ne peuvent pas se permettre une alimentation saine. Alors, dans un monde où le nombre de personnes touchées par la faim est en augmentation depuis 2014, des tonnes d'aliments comestibles sont perdus et ou gaspillés chaque jour. On estime que 811 millions de personnes se couchent le ventre vide chaque soir. Plus de 41 millions de personnes sont aux portes de la famine. La pandémie de Covid-19 a exacerbé toutes les fragilités existantes. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, la valeur des aliments perdus dépasse la valeur annuelle des importations de céréales. Ces pertes exacerbent l'insécurité alimentaire et affectent l'environnement par le gaspillage de terres précieuses, d'eau, d'intrants agricoles et d'énergie pour produire des aliments qui ne sont pas consommés. Laissez-moi vous donner d'autres chiffres qui sont assez effarants. Alors, l'indice de gaspillage alimentaire du Programme des Nations Unies pour l'environnement révèle que 17% des aliments mis à la disposition des consommateurs, donc dans les ménages, dans les magasins, dans les restaurants, sont directement jetés à la poubelle. Environ 60% de ces déchets
se trouvent dans les maisons. Alors, juste pour vous donner une illustration, les 923 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année rempliraient 23 millions de camions de 40 tonnes par choc à par choc, assez pour faire 7 fois le tour de la Terre. Alors, très souvent, on dit oui, mais le gaspillage, c'est peut-être dans les pays plus développés. Alors, figurez-vous que pas forcément. Certains pays qui sont pas forcément dans la liste des pays dits les plus développés ont des indices de gaspillage assez importants. Alors, c'est fort de cette thématique que le CERFAM et Agrium vous invitent aujourd'hui, autour de ce webinaire, à réfléchir sur une problématique qui nous interpelle, surtout en Afrique subsaharienne, à travers justement ce sujet. Comment repenser et transformer nos chaînes d'approvisionnement alimentaire et nos systèmes alimentaires d'une façon qui soit durable. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi des panélistes distingués que je vais me faire, justement, j'aurai l'honneur de vous présenter. Alors, malheureusement, justement, à cause de la situation, certaines personnes n'ont pas pu se dégager, mais nous ne manquerons pas, en tout cas, dès que ce sera possible, de partager leurs contributions avec vous lorsque nous les recevrons. Alors, je vais commencer déjà, après avoir donné ces chiffres qui sont alarmants, dire sur cette thématique, effectivement, on peut penser qu'en Afrique, il y a des moyens pour repenser, pour transformer nos systèmes alimentaires. Et pour cela, il nous faut de la recherche pointue. Pour cela, il nous faut des bonnes pratiques, des leçons apprises, mais surtout arriver à pouvoir justement connecter la recherche à la pratique, donc la recherche opérationnelle, et faire en sorte que ces avancées puissent profiter non seulement aux ménages, aux communautés et aux pays dans leur ensemble. Alors, je vais commencer ce webinaire en introduisant Dominique Palais, qui est un chercheur du CIRAD. Alors, de formation ingénieur en génie des procédés, donc au début de sa carrière, Dominique a notamment travaillé sur la conception et la réalisation d'unités agro-industrielles destinées à transformer les produits tropicaux. Alors, les racines, les tubercules, les céréales et les fruits. Et il a essentiellement travaillé dans cette première partie dans les pays d'Afrique subsaharienne. Par la suite, Dominique s'est orienté vers la recherche en intégrant le CIRAD et en menant des recherches sur la conception de procédés. Et c'est par ce biais qu'il a rejoint en tant que directeur de l'unité mixte de recherche Cali Sud, qui étudie la transformation des produits alimentaires du Sud dans une démarche intégrée qui va du champ au consommateur. Donc, Dominique a eu l'occasion de coordonner plusieurs projets internationaux structurants, notamment ceux de l'Union européenne, sur les produits alimentaires traditionnels africains ou sur la construction de la qualité dans un continuum pré- et post-récolte. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir, Dominique, parmi nous. Et après cette introduction, je vais vous passer la parole afin que vous puissiez nous entretenir sur cette thématique. Merci bien, à vous, Dominique. Merci Patrick, merci pour cette invitation, merci de me donner la parole. J'ai quelques diapos, je me demandais juste si c'était moi qui les mettais ou si c'était vous qui… Vous pouvez les partager. Ok. Alors… pour les partager… Je ne vois pas aussi que je les partager. Odia, vous pouvez m'aider ou…
Oui, je vais demander à l'équipe si vous avez, si vous avez Monsieur les… Dominique, Ouais. regardez en bas de votre écran, là où il y a le menu. Il a mis Share Screen ou bien partager l'écran. Share Screen ou partager l'écran. Ouais. Ok, c'est bon. les aléas du direct, Bon, comme c'est vous bon. l'avez dit, Ok, c'est bon. Vous voyez quelque C'est chose? bon. Oui, Oui, on voit quelque chose. Ok, on arrive à voir votre présentation. Donc, à vous, ok. Dominique. Bon, moi, je ne vois plus très bien, mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est en mode présentation ou en mode… Allez-y en mode présentation. C'est bon pour vous? Et c'est très bon. C'est bon. Super. Voilà, donc excusez-moi, donc bonjour, bonjour à tous les participants. Donc merci de me donner l'espace ici pour m'exprimer sur les pertes post-récolte. Alors, moi, ma présentation, le périmètre de ma présentation, ça sera effectivement de traiter les parties un peu d'innovation, des innovations qui ont pour objectif de remédier aux pertes post-récolte, mais surtout dans les chaînes d'approvisionnement horticole, donc fruits et légumes, et en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai préparé cette présentation avec ma collègue là, Victoria Bancal, là, qui est mentionnée sur la diapo. Et cette présentation, elle s'articule autour de deux messages. Hein. Je vais essayer de faire passer deux messages. Le premier message, c'est l'importance pour remédier aux pertes, d'évaluer finement ces pertes, de mieux les connaître et de mieux connaître aussi les points critiques, là où vraiment on peut avoir des marges d'action, des leviers d'action pour réduire les pertes. Et le deuxième message, c'est sur ces points critiques, dans ces lieux où on peut intervenir, l'importance d'apporter des innovations pour réduire les pertes. Alors, sur cette première partie d'évaluation de l'importance des pertes alimentaires aux différentes étapes on va dire des chaînes de valeur, déjà quelques chiffres hein, sur l'Afrique. Alors, on parle de pertes post-récolte. Donc là, ça veut dire qu'on s'intéresse surtout aux pertes qui vont de la récolte jusqu'aux grossistes et à la distribution. Et après la distribution, donc entre la distribution et la consommation et le consommateur, c'est là qu'on parle plutôt de gaspillage. Donc nous, entre la récolte et le détaillant, on va dire, on a des chiffres de la FAO. Bon, la plupart des chiffres qu'on donne, souvent, ça vient de la FAO, hein, qui a quand même une avance en termes de méthodologie et de mesure des pertes. Et là, on s'aperçoit que les pertes post-récolte en Afrique subsaharienne, bon, elles sont importantes, hein, 14% là, en orange. Elles sont à peu près dans la moyenne mondiale. Hein. Elles sont à peu près dans la moyenne mondiale. Mais là, on parle de bilans nationaux, c'est-à-dire c'est des bilans qui sont calculés d'une manière assez globale, hein, en prenant une évaluation de la production et en retranchant l'évaluation de la consommation et des exportations. Et la différence, finalement, ça nous donne ces chiffres. Voilà. Donc, on voit que l'Afrique subsaharienne, bon, le chiffre peut être largement amélioré, mais par rapport à d'autres continents, voilà, on est dans la moyenne. Donc, évidemment, la moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui ont beaucoup plus de pertes, hein, comme l'Asie ou même des pays du nord de l'Amérique, et d'autres qui ont beaucoup moins de pertes post-récolte, en particulier en Océanie, etc., en Australie. Alors, pour bien définir de quoi on parle dans les pertes des filières horticoles, donc ces filières horticoles, c'est les fruits, les légumes, bien sûr, je l'ai dit, mais aussi les racines et tubercules. Donc, c'est des produits qui sont intrinsèquement périssables, hein, de par leur qualité physiologique. C'est des produits sur lesquels on a très peu d'infrastructures hein, pour leur conservation. Et là, on voit des photos, on a aussi très peu d'infrastructures pour le conditionnement, pour le transport. Donc ça augmente considérablement les pertes.
et ça les augmente dans des proportions très variables. On a des grandes variations des pertes suivant différents facteurs. On reviendra sur les facteurs de perte. Alors, juste un point, quand on parle de perte, on parle de perte quantitative, bien sûr. Bon, ça, c'est ce qui est le chiffré, on va dire. Hein. Finalement, c'est ce qui sort des circuits alimentaires. Bon, ça, la définition est assez simple. Mais on peut parler aussi de perte qualitative. Alors, la perte qualitative, finalement, c'est une perte importante parce qu'elle réduit la valeur nutritionnelle du produit. Donc, les fruits et légumes, les racines tubercules, c'est quand même des denrées qui sont largement avec une grande importance dans l'apport nutritionnel. Et donc, si on réduit les teneurs nutritionnelles, les teneurs en micronutriments, en vitamines, etc., de ces produits, eh bien, on va limiter leur apport nutritionnel. Et puis également, la perte qualitative, c'est une perte de valeur marchande. Voilà. Donc, la valeur marchande, c'est la valeur à laquelle est vendu le produit. Donc là, on a des études qui nous montrent que ces pertes de valeur marchande, elles vont de 16 à 40% parfois pour des produits comme la tomate, l'amarante, le gombo, etc. Alors, on s'aperçoit sur ces filières et sur ces produits qu'on a peu de données disponibles et que les données disponibles sont incomplètes. Donc, comme je disais, il y a des sources comme la FAO ou d'autres études là, que je cite ici, avec peu de pays couverts en Afrique, finalement, 8 pays couverts, une dizaine de grandes cultures, et des cultures importantes, très importantes, qui sont finalement pas étudiées dans les pertes, comme la banane, la pomme de terre, l'arachide, les légumes-feuilles aussi, qui sont largement consommés en Afrique, etc. Et donc, on a seulement les pertes quantitatives. Les pertes qualitatives sont plus compliquées, plus complexes à étudier, et on a beaucoup moins de données pour les évaluer. Mais pourtant, elles sont très, très prégnantes, on va dire. Un autre point qui est important à souligner, c'est l'évolution des outils et des méthodes pour mesurer ces pertes alimentaires. Alors, on trouve beaucoup de définitions et de nombreuses méthodologies d'évaluation de ces pertes. Ces méthodologies elles-mêmes ont été variables au cours des dernières décennies et elles manquent un peu de fondement pour vraiment être sûr de la fiabilité, on va dire, des données. Mais pour mettre en œuvre ces méthodes et ces outils de mesure des pertes, souvent on manque de capacité et de ressources. Hein. C'est des collectes de données sur le terrain qui peuvent être coûteuses ou demander pas mal de main-d'œuvre. C'est des phénomènes qui sont complexes à mesurer parce que c'est des filières parfois complexes et avec différents canaux de distribution, de circulation. Et également, c'est des valeurs qui sont liées au contexte. Donc, dans un contexte particulier, on aura des valeurs différentes hein, en fonction des conditions climatiques ou des saisons, etc. C'est des valeurs qui peuvent varier dans le temps et dans l'espace entre les différentes régions. Donc, c'est des choses assez complexes, mais pourtant, on a besoin d'évaluer plus précisément ces pertes. Alors, pourquoi on prône le fait d'une évaluation plus précise? Parce qu'il nous faut comprendre cette variabilité des pertes et des gaspillages aussi, tant quantitatifs, comme j'ai dit, que qualitatifs, dans différents contextes. Et pour ça, il faut comprendre les impacts de la réduction des pertes alimentaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour mieux élaborer des stratégies hein, pour réduire ces pertes et suivre ces stratégies, suivre les progrès au cours du temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on prône des innovations dans certains contextes. Donc là, je vais prendre 3 innovations qui sont, je pense, assez originales et qui peuvent apporter des solutions pour réduire les pertes et en particulier pour mieux conserver les produits frais. Donc, les produits sont soumis à des agressions extérieures, des phytopathogènes, etc. Et donc, comment mieux préserver ces produits pour mieux les conserver et en même temps, comment mieux trier et transformer ces produits avant d'observer, avant d'avoir des pertes.
Alors, un premier exemple d'innovation pour conserver les produits, c'est l'utilisation d'huiles essentielles. Alors, pourquoi les huiles essentielles? Bon, les huiles essentielles, c'est des produits naturels qui sont issus de plantes, donc ce n'est pas des produits chimiques, hein. Mais par contre, elles ont des propriétés, certaines huiles ont des propriétés antifongiques naturelles, donc contre les champignons qui sont pathogènes et qui détériorent les tissus végétaux des fruits. Donc, elles ont des propriétés antifongiques très intéressantes et également, elles stimulent les mécanismes de résistance naturelle des fruits. Donc, elles ont des propriétés d'élicitation et donc évitent le développement de pathogènes. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a eu plusieurs études, plusieurs publications, bon, ces 7-8 dernières années, hein, donc c'est assez récent, c'est des travaux assez récents, mais qui montrent dans la figure de droite que quand on traite alors en l'occurrence des mangues avec des huiles essentielles, là on parle de thymol, hein, d'extrait de thym, de thymol, avec différentes concentrations, on s'aperçoit que les surfaces, on va dire, d'altération des mangues, elles sont considérablement réduites, hein. Quand on va sur la droite là, du petit graphe, là, avec différentes concentrations, on s'aperçoit qu'on a réduit à zéro pratiquement la surface d'altération des mangues. Alors vous me direz, bon, mais ce thymol là, ça apporte une odeur de thym, etc. En fait, c'est des molécules qui sont très volatiles et effectivement, mais elles ont une odeur de thym, mais au bout de quelques jours, comme elles sont volatiles, cette odeur disparaît, l'odeur disparaît totalement. On associe ces molécules avec des produits qui aident à la pénétration du thymol au sein de la mangue ou d'autres fruits, par exemple. Alors, c'est utilisé pour la mangue, c'est utilisé aussi pour l'avocat. L'Afrique du Sud commence à l'utiliser sur des productions conséquentes d'avocats. Et c'est une solution qui pourrait avoir des applications sur pas mal de produits. Une autre innovation, toujours dans le même idée, c'est ce qu'on appelle la biopréservation ou la bioconservation. Donc là, en fait, on utilise non pas des extraits naturels, mais on utilise des micro-organismes plutôt naturels et on ensemence, on va dire, la surface du fruit, la surface du végétal, avec ces micro-organismes qui évidemment ne sont pas pathogènes, mais qui viennent en compétition d'autres micro-organismes pathogènes. Voilà. Alors, les actions de ces micro-organismes, en fait, ils synthétisent une molécule qui s'appelle la bactériocine, donc, qui est une molécule qui vient antagoniste d'autres micro-organismes. Ils acidifient le milieu, et donc il y a cette compétition entre micro-organismes. Mais enfin, et surtout peut-être, ils synthétisent des biofilms, donc en synthétisant des exopolysaccharides. Et ces biofilms, en fait, se placent à la surface des fruits. Donc, en l'occurrence, là, l'étude, c'est sur des tomates, et viennent protéger les tomates. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer ici? En fait, la perte de poids de tomates au cours des jours de stockage, de 4, 6, 8 jours, en fait, la perte de poids, c'est un critère important de maturation de la tomate. Et donc, on voit dans les courbes rouges ou dans la courbe bleue, qui sont les courbes qui utilisent le micro-organisme bactérilactique, là, on voit bien qu'on ralentit considérablement la perte de poids. Donc, on limite, en fait, on ralentit le métabolisme de détérioration des tomates. Voilà. Alors, c'est des bactéries qui sont naturelles, hein, évidemment. Ça peut être des bactéries qui sont en fait récupérées et isolées à partir de bactéries qui sont déjà à la surface de certains fruits. Hein. On peut réutiliser et réensemencer les fruits en augmentant finalement la concentration de certaines bactéries qui existent déjà dans ces fruits. Voilà. Et pour terminer, enfin, le troisième exemple, c'est sur la transformation des fruits et légumes. Alors, ici, l'innovation, l'idée, c'est de dire comment on peut transformer les fruits et légumes à proximité des lieux de production et comment on peut avoir des unités
qui sont versatiles, ça veut dire qui sont flexibles pour traiter différents produits, donc différents produits sur différents lieux de production. Alors, pourquoi différents produits? Parce que, évidemment, une unité de transformation, il faut la rentabiliser, et plus elle peut fonctionner, plus elle peut fonctionner au cours de l'année, et mieux elle sera rentabilisée. Et donc, si elle traite plusieurs produits et si elle peut se déplacer suivant différents lieux de production qui ont des calendriers de récolte différents, on pourra optimiser son utilisation. Alors, on travaille là-dessus, par exemple, sur une unité mobile qui peut transformer des produits tels que l'aubergine, l'ananas, la mangue, voilà, avec différents équipements. Donc, c'est sous forme d'un container. Il y a un container qui se déplace. Et dans ce container, on a des opérations unitaires de transformation telles que le broyage, la presse pour extraire des jus, une raffineuse si on veut faire de la pulpe, des cuves d'homogénéisation, des doseuses visseuses et autoclaves si on veut stériliser le produit. Et donc, on peut obtenir à partir d'une même unité de transformation différents types de produits tels que de la purée d'aubergine, de la purée de mangue, des jus d'ananas, des nectars de mangue, voilà, et d'autres. Mais l'idée, c'est d'avoir voilà, cette unité qui est conçue suivant ces deux critères, mobile, on va dire, et adaptable à différents types de produits frais et de produits finis. Voilà. Et enfin, la dernière diapositive en termes de conclusion et quelques recommandations sur ce sujet. Donc, je dirais qu'on a besoin, j'ai essayé de l'expliquer, de mieux quantifier et de cibler les lieux où on a les pertes, en fait. Donc une approche plus fine de l'étude de ces pertes. Donc, ça veut dire collecter les données, les identifier, ces données, hiérarchiser les produits et les étapes où on a un niveau élevé de pertes pour cibler, en fait, les points critiques, les points vraiment où on a les pertes critiques dans ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, sur ces points-là spécifiques, engager des interventions qui sont basées sur des preuves et réduire ainsi efficacement les PHL, c'est les post-harvest losses. Voilà. Et d'autre part, en termes de recommandations, ça serait d'encourager et d'inciter l'innovation privée-publique et adopter des pratiques qui visent à réduire les pertes. Et donc là, pour ça, nous, on prône de mettre en place des innovations pour répondre à certaines contraintes de terrain, et en particulier de mettre ces innovations, comme j'ai dit, proches des lieux de production, au plus près du lieu de récolte des fruits et légumes. Voilà. Et enfin, la dernière phrase, c'est qu'il faut avoir une approche assez systémique, parce que les pertes, c'est un sujet complexe, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de déterminants de pertes. Donc, il faut avoir une approche qui globalise un peu la problématique. Voilà. Merci à vous. Excellent, c'est absolument fascinant, Dominique. Merci pour cette introduction, vraiment qui va au cœur du débat sur les pertes de gaspillage alimentaire. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris durant cette présentation et c'était particulièrement pertinent de voir que vous vous intéressez aussi beaucoup aux produits qui sont disponibles en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, la biopréservation, c'est vraiment, je pense, à de l'avenir aussi en Afrique, surtout à cause des limitations que nous savons en termes de capacité de stockage, de transport, d'emballage et autres qui multiplient les pertes post-récolte. Et cette idée, surtout de garantir la valeur marchande en limitant les pertes d'ordre qualitatif. Et ça, on sait que c'est une grosse préoccupation, surtout des petits exploitants agricoles qui, malheureusement, ne sont pas toujours très, très bien connectés sur les marchés. Donc, afin que le produit qui arrive au consommateur soit un produit de qualité et qu'il y ait vraiment un retour sur investissement avec des revenus élevés. Donc, nous avons pris bonne note de vos recommandations. Donc, il y a lieu, si on veut vraiment toucher le nœud du problème, de mieux quantifier et de mieux cibler aussi ce qu'on veut quantifier. Et j'aime cette approche systémique dont vous parlez, parce que c'est un sujet complexe donc, qui requiert l'intervention de plusieurs secteurs. Pour ce faire,
En tout cas, je pense que vous avez fait une excellente introduction sur ce que le prochain panéliste va développer, notamment sur certaines des actions qui sont mises en œuvre pour limiter ces pertes, mais au-delà, mais vraiment profiter d'exploiter pleinement tout le potentiel agricole à travers la transformation du monde rural, à travers la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. J'aimerais, avant d'introduire le prochain panéliste, vous rappeler que vous avez l'interprétation en anglais et en français. Donc, for those who would like to follow us in English, there interpretation there, so feel free really to connect to the channel there. You also have the possibility to ask questions to the panelists, so feel free on the chat box to your questions. We will answer to them live to the extent possible, and those we promise, if we don't have time, to answer to them and share them with you. And for those who also were wondering whether we would be sharing the presentations, yes, we will at the end of this webinar share those presentations. But a few of our panelists may not have a PowerPoint, but I think we will summarize definitely the great added value of this discussion and share it with all of you. So, pour reprendre en français, j'aimerais, quand nous avons parlé de pertes post-récolte, quand nous avons parlé de gaspillage alimentaire, nous avons parlé aussi d'opportunités. Nous avons parlé d'opportunités que ces secteurs, dans l'ensemble, peuvent créer en termes d'autonomisation des femmes, en termes de transformation du monde rural et donc de création d'emplois. Et donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir maintenant le prochain panéliste, donc, qui est basé au Sénégal, donc qui nous vient Madame Hadi Fall Tall, qui est la présidente fondatrice de l'AFAO Wawa. Donc, c'est l'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest depuis 2005. Alors, Madame Tall a un parcours très impressionnant, un parcours socio-professionnel. Il faut savoir, je vais essayer de résumer en quelques lignes, elle est présidente de la commission genre et promotion de l'entrepreneuriat féminin de la Chambre de commerce et d'industrie du Sénégal depuis août 2021. Elle est conseillère aussi de l'autorité de régulation des marchés publics, vice-présidente de l'appel islamique mondial, membre du comité de pilotage commission environnement de la CEDEAO. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de participer ensemble avec Madame Tall à un webinaire qu'elle a modéré de façon brillante sur les filets de protection sociaux organisés par la CEDEAO, membre du réseau des femmes africaines dans la prévention des conflits et médiation, présidente régionale du réseau de l'Union africaine BIRA pour les femmes et gestion de ressources et de beaucoup d'autres je veux dire postes distingués qui en font d'elle en tout cas une référence importante dans ce travail qu'on va faire. Dans le cadre de son travail, il faut savoir que surtout sur le leadership qui est porté sur les questions de genre, Madame Tall a reçu donc le prix de son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal pour son leadership sur le combat en faveur du genre et de la cause de la femme, et aussi le prix CEDEAO sur l'intégration africaine et la médaille de la FAO sur la sécurité alimentaire et la chaîne de valeur. Et c'est là où on s'approche justement du sujet qui nous intéresse. Alors, Madame Tall est diplômée de l'École nationale d'administration, donc l'ENA du Sénégal, promotion 97-99, et en option management. Elle a poursuivi ses études post-universitaires au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris avec une spécialisation en relations internationales. Madame Tall, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, on a parlé de cette thématique qui est totalement inacceptable d'une certaine façon. Comment peut-on se permettre d'avoir autant de gaspillage alors même
que la faim augmente dans le monde et l'insécurité alimentaire. Alors, une question qu'on peut se poser, mais que gagne-t-on vraiment à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire? Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, nous a rappelé que l'alimentation, c'est la vie. C'est un besoin essentiel et un droit humain dans le monde actuel où près d'un tiers des aliments produits dans le monde est perdu ou gaspillé. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, chaque personne dans le monde a besoin de manger des aliments sûrs et nutritifs qui procurent non seulement la vie et la santé, mais aussi de l'espoir. Alors, je voudrais que vous nous parliez justement de toutes ces activités que vous menez avec votre association dans ce cadre pour redonner de l'espoir, pour donner des opportunités aux jeunes et aux femmes. Madame Tal, bienvenue dans ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir de vous passer la parole. À vous. Merci beaucoup, Patrick. Je suis vraiment honoré de prendre part à cette activité que j'attendais depuis lors. Et il me faut souligner le caractère extrêmement instructif de la présentation de Dominique. C'est moi qui ai appris avec Dominique. J'ai pris des notes sur les méthodologies selon lesquelles on peut arriver à réduire en tout cas nos soucis de perte de production et de récolte, ainsi que de nourriture. Évidemment, je ne vais pas me mettre à demander à Dominique ou à Patrick, s'agit-il de perte de nourriture ou de perte de produits alimentaires? Parce que ça ne fait pas la même chose. C'est la cuisson qui va les différencier. Quand on dit perte de nourriture, moi, j'incrimine tout de suite les femmes qui en sont à l'origine, parce que c'est elles qui préparent la nourriture. Mais quand c'est des pertes post-récolte, c'est les producteurs qui perdent leur récolte. Et les producteurs, souvent, ce n'est pas nous. Je ne me sens pas si concerné que ça, bien que les pertes post-récolte, par conséquent, deviennent évidemment un problème pour la disponibilité alimentaire, qui est l'un des principes fondamentaux de la sécurité alimentaire, la disponibilité, la qualité, l'accès. Tout ça, nous l'avons déjà bien intégré et nous le vivons tous les jours. Donc, je voudrais dire, M. Patrick, que je suis très curieuse d'ailleurs pour ce sujet-là, parce que ça montre qu'il y a des solutions. Hier, j'étais à une réunion du RPCA, vous êtes même au courant avec l'OCDE, ça continue aujourd'hui d'ailleurs. C'est à cause de ça que je ne me suis pas connecté, qui parlait après de la situation alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Et on nous donne que 21,1 millions de personnes de l'Afrique de l'Ouest cette fois-ci sont en besoin d'assistance alimentaire. Et que souvent, jusqu'à un peu moins de 18 millions sont en urgence. Ça veut dire quoi? Bien qu'en Afrique de l'Ouest, ça veut dire que la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne les atteint pas, ou le niveau de production alimentaire ne les couvre pas, ou le mode de production n'a pas été intégré par cette population. Parce qu'il n'y a que dans ces cas de figure qu'on peut se retrouver avec autant de millions de personnes en Afrique de l'Ouest pour qu'ils soient en urgence alimentaire. Et ça, c'est un chiffre qu'on a sorti hier au niveau des documents du RPCA qui est en cours de venir. Donc, ce qui est important ici, Patrick, c'est de faire une répartition sémantique des mots que nous utilisons. C'est des mots qui se complètent, c'est vrai. La perte post-récolte est un sujet. Ça se complète avec la perte et les gaspillages alimentaires, mais ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas aussi des mêmes auteurs. Mais il est vrai que la conséquence, in fine, peut arriver en tout cas au même point de déstabilisation du système alimentaire que nous combattons. Donc, moi, pour ce qui me concerne, je suis un militant de la transformation des produits agricoles. C'est pourquoi j'ai été impressionné par Dominique, parce que j'ai construit quelque chose d'assez important à 40 km de Dakar, dédié à la transformation des produits agricoles. Des céréales sèches, des fruits et légumes,
des oléagineux, du lait et de l'anacarde. Et ça, depuis 2010, j'y travaille, mais c'est en 2013 que je l'ai installé. Et ça m'a valu, dès fin 2014-2015, aussi une médaille de la Banque islamique de développement. Tellement ils ont dit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des constructions de ce niveau dédiées à la transformation des produits agricoles. Et c'est après cela que la FAO m'a donné une médaille. C'est pour dire que moi, j'invite à l'action. Nous ne pouvons pas éclairer nos actions sans la recherche. Et je suis impressionné par la recherche opérationnelle. Parce que c'est la recherche opérationnelle, nous, en tant qu'acteurs, qu'on peut utiliser. Ce qu'il a dit tout à l'heure sur les huiles essentielles, évidemment, il a fallu de la recherche. Mais est-on au courant pour pouvoir, en tout cas, s'en saisir et l'utiliser? Les problèmes de température, je n'ai pas entendu ça de la part de Dominique. Parce que nous sommes dans une région du Sahel. Il fait assez chaud. Moi, c'est les fruits et légumes, ça me fatigue. À l'heure où je vous parle, on est en train de transformer la banane à mon musée par des femmes venues de Kolda, venues de Sédhiou, venues de Tambacounda. Trois régions sont actuellement en formation. Et je vais vous envoyer après le document, vous allez le faire. Qu'est-ce à dire? Nous, en tant que petits producteurs, parce que j'ai un champ aussi, je cultive les produits horticoles. Mais c'est un cauchemar, Patrick. C'est un cauchemar, les produits horticoles qu'on récolte, on n'arrive pas à les vendre. Cette année, j'ai eu un collègue qui a eu à entraîner près de 60 fois 200 sacs d'oignons enterrés parce que nous ne pouvons plus les vendre. Et à côté, j'ai pu, avec la FAO, pendant la COVID, acheter les produits bord de champ. Parce qu'il faut que ça fasse partie aussi de notre système d'approvisionnement. Acheter bord de champ. Pourquoi il n'y a que la Chine qui le fait pour l'anacarde? Pourquoi il n'y a que la Chine qui le fait pour l'arachide? Il faut qu'on aide à acheter bord de champ, surtout les pays périssables, les denrées, les produits périssables. Celle-là, c'est l'une de mes recommandations pour l'avoir réalisé en 2020 avec la FAO, au mois d'août et au mois de septembre pendant la période de soudure. Patrick, la période de soudure est lamentable en Afrique de l'Ouest. Il faudrait qu'on arrive à interroger nos acteurs pour qu'à cette période, qu'il y ait plus d'attention sur la nourriture des populations à cette période de soudure. Et ça, c'est peut-être le fil de l'une de mes recommandations. Je voudrais aussi qu'on s'entende pour dire que l'Afrique n'a pas de problème de production, d'augmentation de niveau de production. Ça, je ne veux pas en entendre parler. Pour la bonne et simple raison que le peu qu'on produit, surtout les produits horticoles, parce que moi, je suis installé au Niayes et je voudrais vous inviter un jour ou l'autre, chères femmes, non pas pour vous faire regarder ce que je fais, mais pour bénéficier de votre expérience et de votre aide et de vos conseils, notamment ce que Dominique vient de faire. Parce que voici un centre qui est fréquenté par des populations de la CEDEAO qu'on envoie là-bas en formation, qui ne sont pas sénégalais, par les populations de l'UABIRA, notamment sur le lait, et que certainement nous avons toujours besoin des performances, nous avons toujours besoin d'une meilleure technologie. Et j'apprécie avec Dominique vraiment l'unité de transformation mobile. Moi, c'est ce que je suis en train de chercher. Tellement les sollicitations sont nombreuses et je ne peux pas héberger tout le monde en même temps que les formations et les gens n'habitent pas forcément à Dakar. Donc, pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Mais les gaspillages alimentaires, les pertes post-récolte qui sont à 14% de nos produits, c'est assez inquiétant. Parce que justement, les pistes de production patrie qui doivent faciliter le convoiement des produits vers les points de vente ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle il est important aussi d'améliorer notre système d'approvisionnement, d'améliorer le système d'acquisition des produits frais au niveau des fermes. Est-ce que c'est possible? Il me semble. Si on arrivait à mettre en place, comme je l'ai dit à la CEDEAO lors des réunions de filets sociaux de sécurité,
qu'on ait des hangars, des chambres froides à proximité des lieux de production. Ça, Patrick, vous, en tant que chercheur avec Dominique, vous pouvez nous aider à remonter l'information pour qu'on l'a demandé, pour qu'il sache que c'est une demande urgente qui participe à la réduction des pertes post-récolte que nous voyons tout le temps et qui ne sont pas de nature à faciliter le travail. Parce que quand il y a beaucoup de pertes post-récolte, les prix d'achat des produits grimpent, les céréales sont insaisissables. Moi, cette année, j'ai acheté jusqu'à 1000 francs le kilo d'arachide pour la transformation. Le prix du mil a grimpé. On importe maintenant le mil de l'Inde. C'est ça qu'on m'a fait savoir. Le petit mil là pour pouvoir alimenter nos usines. Nous avons des problèmes d'approvisionnement de nos unités de transformation. Mais il me semble qu'il n'y a pas une autre alternative que d'aider le tissu des unités de transformation à se renforcer, à faire plus que ce qu'on a la possibilité de faire, c'est-à-dire d'aller à l'échelle de la transformation. D'abord, pour la nourriture scolaire, les céréales locales sont vraiment la seule alternative en termes de transformation pour avoir et le marché, l'écoulement du marché, et renforcer le système alimentaire dans le milieu scolaire. Donc ça aussi, je dis juste mes expériences, ça peut vous paraître, Patrick, très terre à terre, mais puisque vous êtes des chercheurs, on vous attire vers le bas, vers les sujets, nous, qui vont vous amener à faire de la recherche plus opérationnelle que d'habitude. Je voudrais faire des propositions à ce niveau pour qu'on puisse organiser notre système d'approvisionnement alimentaire. Il y a aussi un point que je ne voudrais pas oublier. Dans quelle zone de ce monde se trouve le plus de gaspillage alimentaire? Si ce n'était pas la communication de Dominique, j'allais dire que c'est en Europe, certainement en Europe, où les gens, même s'ils restent dans le supermarché des produits consommables, ils préfèrent les verser. Ça aussi, Patrick, j'espère que tu nous feras des recommandations dans ce sens. Qu'on puisse, au nom de la cause de l'humanité, les excédents alimentaires qui sont réutilisables, qu'on puisse les convoyer vers là où les populations en ont le plus besoin. Souvent, c'est en Afrique. Mais quand c'est l'Afrique elle-même qui est l'objet des gaspillages alimentaires à travers les pertes post-récolte, Patrick, nous devons approfondir cette question pour que je puisse mieux la comprendre. Parce qu'on ne peut pas avoir faim et gaspiller la nourriture en même temps. Donc, il y a un problème géographique, il y a un problème de mapping, Patrick, que nous devons régler là-bas, voir quelle est la péréquation que nous devons réaliser. Quelle péréquation nous devons réaliser entre les excédentaires et les déficitaires. Ça aussi, c'est un problème, c'est un système qui fait partie aussi des méthodologies de viabilisation des systèmes alimentaires, tels que nous l'avons vu ces derniers temps à l'étude du système alimentaire. Pour rendre la disponibilité des aliments, cette péréquation est nécessaire. Comment devons-nous le faire avec la CEDEAO? Je n'ai pas la solution. Mais il nous faut déjà localiser là où il y a les excédents alimentaires. Avec l'aide de Dominique, Patrick et de vous-même, il nous faut localiser les zones d'excédent alimentaire et en même temps localiser les zones de déficit alimentaire pour pouvoir réaliser ce travail. Ne serait-ce que l'information est un outil véritablement stratégique dans la situation où nous nous trouvons. Donc, cette péréquation ne peut être faite que si on a la topographie, on a la photographie des situations excédentaires et des situations déficitaires. Je voulais encore insister sur le deuxième point, sur l'harmonisation des efforts des partenaires. Le PAM fait beaucoup d'efforts pour la nourriture des populations du monde. La FAO, n'en parlons pas. La FAO non seulement fait beaucoup d'efforts dans la recherche, dans la production documentaire, mais dans le financement aussi des activités. Pendant la COVID, il n'y a que la FAO que j'ai vu réaliser des choses à l'échelle et j'ai été obligé d'en informer le chef de l'État du Sénégal pour lui dire les efforts de la FAO. Au moment où c'était le désert, il n'y avait plus rien. Toutes les structures qui parlent comme ça ne sont pas sorties faire quelque chose.
la FAO nous a gratifié de ressources. Aller trouver les femmes. J'étais avec le directeur, le représentant résident, dans les champs, sous le soleil, à acheter les produits distribués aussitôt, parce que c'est des produits périssables. Ça, c'est des exemples, des interventions d'urgence aussi. Je pense que ça fait partie du problème. Si les gens sont dans l'urgence, parce qu'il y a la COVID, il y a la pandémie, et que les organisations de développement, les partenaires, se croisent les doigts, travaillent en ligne, chacun disparaît, la population va avoir quoi? Et ça, nous l'avons vécu, nous l'avons vu. Personne ne peut nous empêcher de le signaler. Donc, les partenaires au développement aussi doivent s'organiser davantage. Il faut qu'on m'excuse pour que si le PAM intervient au Sénégal, à Côte d'Ivoire et au Niger, que la FAO aille intervenir. En tout cas, si c'est le même type d'intervention, de manière à ce que les surfaces d'urgence puissent être couvertes par l'ensemble des efforts des uns et des autres pour ne pas se marcher sur les pieds. Ça aussi, nous l'avons dit à l'ACF, qui est aussi un partenaire très important en matière de sécurité alimentaire, notamment au niveau de la nutrition des enfants. Ils sont installés ici à Dakar aussi. Ils font beaucoup d'efforts aussi dans ce sens. Ils sont venus visiter l'unité et le champ de la FAO et ils nous ont félicités. Mais évidemment, nous souhaitons toujours aller de l'avant et faire plus que ce qu'on a fait. Parce que les investissements et les infrastructures aussi font partie du problème. On ne peut pas continuer à nous arrêter sur les discours et sur les théories pendant que les populations sont en urgence déclarée. Et ça, vraiment, nous pensons que le CERFAM et ses partenaires devront encore continuer à faire de la production intellectuelle dans ce sens pour mieux nourrir vraiment avec des évidences le plaidoyer vers les décideurs pour aller vers les choses essentielles. Nous avons pris note aussi vraiment de ce que Dominique a dit. Je ne veux pas laisser ma communication passer sans dire toute la connaissance technologique de Patrick sur sa question. Et ça, c'est à l'honneur du CERFAM, mais que nous voulons encore une fois partager. Ce que j'ai l'habitude de taquiner mes amis chercheurs, y compris le CORAF et tout ça, c'est que les recherches n'arrivent pas auprès des acteurs. Si la recherche n'arrive pas auprès des acteurs, il n'y a pas de MOU signé entre les paysans de la zone Sahel et une organisation de recherche pour la vulgarisation, ou bien avec une organisation de femmes comme la FAO qui est présente dans 15 pays, pour vulgariser une technologie. Mais ça vaut la peine. Et ça va être difficile qu'on ne continue pas à dire que les recherches sont dans les tiroirs. Donc, c'est avec notre ami de CERFAM, avec qui je souhaite continuer avec la FAO vraiment à approfondir les questions que nous avons abordées aujourd'hui. Je ne veux pas monopoliser la parole, Patrick, mais vous comprendrez que moi, je suis une femme de développement à la base. Malgré tout mon parcours, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à la base, ce que les populations vivent, notamment les populations féminines, qui font des choses extraordinaires. Hier, quand on m'a montré le savon fait à base de peau de banane, pour me dire que je dois arriver au centre, parce que celles qui le font sont actuellement là-bas en formation. Des femmes qui ne sont pas parties à l'école, qui nous gratifient de produits vraiment valorisants. Nous pensons que aussi nous devons continuer à les soutenir, continuer à soutenir la transformation des produits alimentaires. Il n'y a pas encore d'autres outils plus efficaces pour réduire les pertes post-récolte, ainsi que les gaspillages et les produits alimentaires. J'aimerais maintenant qu'on nous dise s'il y a une responsabilité des femmes, des produits déjà cuisinés qui sont gaspillés, ça aussi j'aimerais le savoir, parce que je serai la première à le dénoncer et à faire en sorte que véritablement les femmes puissent contribuer en tout cas dans ce sujet-là pour lequel je suis en train de parler à leur nom. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup et félicitations à Dominique. Je ne sais pas si j'ai été utile dans le panel parce que je ne suis pas présentateur, je suis simple panéliste. J'intervenais sur véritablement ce que m'inspire véritablement le sujet et la présentation du frère Dominique. Patrick, je vous remets la parole.
Merci Madame Tal. Je vous remercie. La question, c'est est-ce que vous avez été utile? Je vous réponds sans embâche. Oui, les participants sont d'ailleurs. Je vais demander à l'équipe de remettre ma vidéo parce qu'il avait enlevé. J'espère que voilà, c'est de retour. Donc, c'est de dire que vraiment, vous avez touché du doigt beaucoup de domaines qui sont essentiels à cette problématique. Comme vous avez dit, surtout les petits exploitants, dans un monde où justement il y a des gens qui n'ont pas accès à des produits de qualité, à des coûts économiques justement qui soient en mesure avec leurs revenus, voire des produits horticoles qui sont difficiles à écouler, voire les possibilités justement de profiter des achats en bord de champ qui pourraient réduire tout ça, voir l'opportunité justement durant les périodes de choc et de stress comme la période de soudure, apporter l'appui dont ces petits exploitants ont besoin, c'est vraiment important. Alors, j'ai aimé votre mantra aussi de dire que l'Afrique n'a pas de problème de production, mais a un problème de valorisation et de transformation. Et donc, ça, c'est vraiment de transformation à l'échelle pour pouvoir justement se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Et pour ce faire, nous avons pris bonne note des recommandations, notamment mieux cibler le problème, conduire des topographies, harmoniser les efforts des partenaires pour qu'il y ait moins de duplication, mais plus de complémentarité. Et vous l'avez dit aussi, besoin d'investissements structurants pour aller à l'échelle. Et c'est précisément ce que nous allons voir avec la prochaine panéliste qui va nous rejoindre. Donc, Madame Tal, vous restez avec nous. Il y a des questions qui vous sont posées, tout comme Dominique. On aura l'occasion juste avec la présentation. Allez, alors, j'aimerais un peu introduire, comme vous avez dit, on a besoin d'investissement, on a besoin de ressources massives. Alors, quels sont ces acteurs et des actions clés qui sont nécessaires pour impulser ces transformations, pour réduire les déchets, les gaspillages, tout en améliorant la nutrition et la viabilité environnementale? Alors, que faire pour repenser et transformer les chaînes d'approvisionnement en Afrique? Vous avez dit, c'est un effort concerté et nous avons besoin de l'appui de tous. Alors, c'est dans ce cadre que justement, nous avons le plaisir de dire, si nous avons besoin d'investissements structurants, nous avons besoin d'appui, surtout au niveau des pays, au niveau des partenaires. Quel est le rôle que peuvent jouer justement les institutions financières internationales dans ce cadre? Alors, je vais passer en anglais pour dire, we are very happy now to welcome Ms. Aminata Sow, who is the Chief Agro-Industry Officer at the Agriculture and Agro-Industry Department of the African Development Bank, so based in Abidjan. Prior to joining the bank, Ms. Sow held several managerial positions in Senegal, where she was Director of Regional Development Agency and Regional Coordinator at the National Local Development Program and Rural Infrastructure Development in Senegal. So she knows very well the subject that we're touching because she had hands-on on that. Ms. Sow is graduated in Civil Rural Engineer since 1995 from the Environment and Water Institute, ex-Interstate School of Rural Equipment Engineers, EIER in Burkina Faso. Welcome, Mrs. Sow. It's really a pleasure to welcome you in this panel. After looking at the research where we know it's important to understand the problem, to build a solid evidence base, to be able to do an investment case. And Madame Tal said, it's absolutely important to stop doing small things. We need to transform at scale. We need projects that are structurally robust enough to bring about the changes, the transformation we want.
So what is the role that a financial institution, international, such as the African Development Bank, can do for that? Thank you and welcome, Ms. So. I pass you the floor. Thank you very much. Bonjour Patrick, bonjour à tous les distingués participants et panélistes. Je vais m'exprimer en français, même si j'ai une présentation qui sera en anglais. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais exprimer ma joie de participer à ce panel. Et donc, je voudrais également vous remercier pour cette noble initiative. Voilà, j'ai vraiment suivi avec beaucoup d'intérêt mes prédécesseurs, Dominique, ma doyenne, Madame Tal, et j'avoue que c'est toujours un honneur de l'écouter et d'apprendre de son expérience de terrain. Voilà, j'ai préparé une présentation en PowerPoint. Je vais juste essayer de temps en temps de m'y référer, mais si ça ne vous gêne pas, je pense que je ferai la présentation en français et peut-être faire dérouler en anglais. Voilà, donc je vais partager l'écran. Voilà. Donc, tout d'abord, je voudrais juste revenir sur quelques considérations qui pourraient permettre de mieux comprendre les notions. Je pense qu'on l'a évoqué déjà ce matin, mais ce serait bien, la répétition étant pédagogique, d'y revenir. Donc, en termes de perte, de gaspillage, en tout cas, les experts s'accordent pour effectivement reconnaître qu'il y a ce qui est appelé par les anglophones les food loss, donc les pertes de nourriture, donc de production agricole et les gaspillages alimentaires. Donc, en ce qui concerne les pertes, donc post-récolte, la définition, en fait, est que c'est une diminution de la qualité et de la quantité de produits agricoles qui résultent de décisions et d'actions par donc, des fournisseurs en excluant donc, les détaillants et les consommateurs. Ça, c'est important. Le deuxième élément qui les caractérise, c'est que effectivement, ça met un peu, donc ça crée des problèmes au niveau de l'offre de produits donc alimentaires. Et parce que ça réduit effectivement la quantité qui est mise sur le marché. L'autre élément, c'est que tous les produits alimentaires qui sont brûlés, et donc, ou bien qui sont tout simplement donc, disposés le long donc, de la chaîne alimentaire pour être soit récupérés par les animaux comme aliments, etc., ne sont, ou bien par réutilisés comme donc, semences, ne sont pas prises en compte par donc, ces pertes post-récolte. L'autre élément, donc, parlant des gaspillages, c'est également une diminution en qualité et en quantité, mais qui résulte de décisions et d'actions prises par les détaillants et les consommateurs. Ça, c'est extrêmement important. Un autre élément qui les caractérise, donc, c'est que le gaspillage est vraiment lié au comportement de l'individu. Madame Tal l'a bien précisé, et Dominique également, c'est dans les, en tout cas, pays peut-être riches où on a ce type de comportement. Parce qu'en Afrique, quand on n'a pas assez de nourriture, c'est illusoire de penser qu'on peut avoir un comportement pour en gaspiller. Donc, le gaspillage n'est pas
une dominante dans les pays de l'Afrique, mais beaucoup plus dans les pays développés. Donc, voilà. Maintenant, revenons un peu disons, au type toujours donc, de pertes. Il y a des pertes physiques, voilà, qui sont donc mesurées en termes de poids, de perte de poids. Vous voyez. Donc, ces pertes-là, souvent, c'est causé par les insectes, la moisissure, en fait, comment dire, mythes, donc, en tout cas, ce sont des insectes toujours, les rodents, donc les rats, les souris. Et donc, ça affecte effectivement aussi bien la qualité et la quantité, et même la composition des aliments. Il y a des pertes qui sont d'origine biologique, vous voyez, qui aussi créent des dommages sur la qualité, donc par le fait que ce sont des agents biologiques donc qui viennent contaminer et décomposer donc les grains, et donc ça aussi c'est un problème réel. Il y a des pertes d'origine chimique, vous voyez, et là ça crée une déperdition dans donc sur le caractère nutritionnel même du produit, parce que ça crée des dégradations, voilà, qui, durant donc la conservation du produit et tout ça, donc vont effectivement créer des problèmes. Il y a d'autres types de pertes qu'on peut avoir au niveau même du champ. Vous voyez, quand durant la plantation ou bien pendant l'action dans le désherbage ou l'utilisation des fertilisants, etc. Et donc, ça crée souvent une surmaturation du produit. Et donc, souvent également, il y a des pertes qui arrivent quand on ne récolte pas à temps. Avant là-bas, j'avais travaillé dans les Niayes pendant longtemps sur l'oignon et la pomme de terre. C'est donc un projet qui était financé par la coopération canadienne. Et l'un des problèmes était d'arriver à maîtriser, contrôler donc disons, les pertes post-récolte pour ces deux produits du fait donc souvent du non-respect des standards, des normes en matière de production et qui pouvaient donc arriver et induire des pertes post-récolte qui pouvaient aller parfois jusqu'à 50%, aussi bien dans la zone des Niayes que dans le Ferlo, que Mme Tal connaît probablement mieux même que moi. Il y a aussi des pertes qui arrivent pendant donc la récolte, vous voyez. Et là, la récolte, parfois, utilisant des engins, peuvent créer des dommages, ou bien des outils simplement peuvent amener aussi des griffures, ou bien peut-être créer même des pressions qui, par finir, peuvent aussi amener des problèmes. Et donc, pour la mangue, c'est très connu, et que c'est des produits qu'il faut délicatement donc récolter avec soin pour que ça ne crée pas des problèmes de perte post-récolte. Il y a aussi des pertes qui arrivent au moment de la conservation, et là également, donc c'est des pertes qui créent beaucoup de problèmes. Madame Tal parlait des chambres froides, comme également équipements, infrastructures qui peuvent aider, surtout pour les produits horticoles, à réduire en tout cas les pertes qui sont dues au stockage. Voilà. L'emballage également, effectivement, c'est un problème parce que l'oignon, par exemple, si on met un emballage, par exemple, sur un sac de 50 kilos, alors qu'on doit avoir des emballages réglementaires qui ne créent pas de pression de tension, là également, ça crée des problèmes. Pour dire que les pertes post-récolte, c'est tout, arrivent le long de la chaîne de production jusqu'à la donc, mise donc à disposition des détaillants. Maintenant, en Afrique, quelle est la situation?
peut-être que je vais voir si je peux faire voilà, cette présentation. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc, les pertes post-récolte, la situation en Afrique, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est une situation connue, mais juste rappeler que actuellement, le tiers de la production en Afrique pour la consommation, presque on parle de 1 million ou même 1 milliard et 1 milliard donc de tonnes métriques est perdu. Et donc ça, c'est beaucoup plus une situation globale intégrée. Malheureusement, la situation spécifique aux pertes post-récolte, je n'ai pas pu l'avoir. Et donc, cela crée à l'économie, on parle de plus de 940 milliards de pertes. Et donc, cela aussi représente donc une perte, surtout parce qu'en termes de changement climatique, il y a des émissions de gaz qui ne produisent pas, qui ne permettent pas d'avoir un résultat. Et également, c'est une perte en termes de l'eau qui est utilisée et donc qui ne produit pas. Et donc, en tout cas, l'expérience montre que si on lutte contre ces pertes, on peut accroître considérablement la disponibilité en ressources et éviter donc les impacts négatifs sur le changement climatique. Aussi bien les impacts sur l'utilisation de la terre, de l'eau, etc., etc. Mais malheureusement, en tout cas, les politiques jusque-là mettaient beaucoup plus d'accent sur la production et moins sur la réduction des pertes. Or, si on réduit les pertes, en réalité, on peut même produire moins parce que Madame l'a bien expliqué, en Afrique, on n'a pas vraiment un problème de production, mais on a un problème d'efficacité et d'efficience de ce qu'on est en train de faire. Donc, maintenant, sur les stratégies, peut-être juste rappeler qu'au niveau des SDG, donc les Sustainable Development Goals, donc l'objectif 10, en fait, consiste en tout cas à appuyer donc les différents acteurs pour que on puisse, d'ici 2030, réduire de moitié, de manière globale, les pertes post-récolte et de réduire également considérablement les pertes post-récolte le long de la chaîne de valeur. Ce truc me dérange, je vais essayer de voir si je peux le... Malheureusement, voilà, donc je vais le laisser là. Voilà, maintenant, on en a parlé ce matin, je pense que la FAO a fait beaucoup de recherches, a eu beaucoup en tout cas, de données, etc. Et que donc, globalement, cette littérature que nous avons ici récapitule un peu aussi cette revue documentaire qui montre un peu l'étendue des pertes en Afrique, où en tout cas, on les caractérise entre 30 et 50%, et donc avec plus de 4 milliards de dollars en termes de valeur pour les pertes post-récolte. Et donc, par exemple, pour les fruits, on peut arriver jusqu'à 50%, et c'est des choses réelles. Dans le cas de l'oignon, effectivement, on peut même avoir au-delà donc de ces données-là. Donc, souvent, le fait qu'il n'y a pas de système pour gérer ces pertes entraîne souvent que les petits producteurs, ils vendent très rapidement la production. Ils ne peuvent pas l'étaler sur le temps en fonction donc, des prix du marché. Donc, ils bazardent un peu la production. Donc, ça, c'est un cas qui est réel et que nous vivons. Maintenant, bien sûr, la COVID a aggravé cette situation.
les petits producteurs, les apprentis producteurs, les jeunes qui se sont lancés de plus en plus dans la production, beaucoup ont perdu. Par exemple, ceux qui étaient dans l'agriculture, qui, du coup, avec la fermeture des restaurants et donc la baisse de la demande, et qui n'avaient pas souvent donc, des unités pour la conservation, se sont retrouvés avec une production qui complètement donc, a été détruite. Vous voyez. Donc là également, c'est un cas qui est là et de plus en plus, donc l'Afrique doit aussi penser à avoir, en tout cas, à soutenir ces acteurs à travers des produits d'assurance agricole, au-delà des équipements, pour qu'en tout cas, on puisse, disons, intéresser ces cibles qui de plus en plus s'intéressent à l'agriculture. Voilà, donc là, c'est des exemples, par exemple, pour le Nigeria, voilà, et donc ça, je ne vais pas trop aller en détail. Maintenant, du côté de la Banque africaine de développement, quelle est la réponse? La Banque africaine de développement, dont nourrir l'Afrique est disons, des priorités opérationnelles. En fait, met l'accent sur ces problèmes qui grèvent, en fait, et qui constituent des risques qui peuvent compromettre donc l'atteinte ou la mise en œuvre adéquate donc, de la stratégie Nourrir l'Afrique. Donc, cette stratégie qui est basée et dont l'objectif est que donc, il faut soutenir les pays africains pour qu'ils atteignent l'autosuffisance alimentaire, mais qu'ils puissent même dégager des surplus qui peuvent être commercialisables, ce qui est très possible, et même transformés. Donc, c'est une stratégie qui a ciblé 18 produits agricoles, donc 18 commodities, donc les produits, les commodités, et donc qui aussi identifie en Afrique 5 zones agroécologiques. Donc, avec les résultats, comme je l'ai dit, d'éliminer la pauvreté, l'extrême pauvreté, d'éradiquer la famine, la faim, la malnutrition, de faire en sorte que l'Afrique puisse exporter des produits. Donc, l'Afrique soit un net exportateur de produits agricoles, ce qui n'est pas actuellement le cas, parce que la plupart de nos produits que nous consommons, aussi bien des produits bruts que manufacturés, sont des produits importés. Alors qu'on a une classe actuellement, aujourd'hui, une jeune classe qui ne demande qu'à avoir des produits de qualité, des produits donc au niveau de nos pays, et dont on connaît et on a une traçabilité sûre. Et donc, cela, malheureusement, est une opportunité qu'il faut saisir, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Et l'autre objectif que la Banque africaine de développement vise donc, à travers sa stratégie, c'est vraiment d'aider les pays, de les soutenir pour que ces pays se positionnent au sommet des chaînes de valeur, surtout pour les produits pour lesquels ces pays ont des avantages comparatifs. Il y a le café, le cacao, par exemple, le cashew, nuts, donc, etc., pour ne citer que ces produits-là. Voilà, donc c'est ce que je disais un peu qui est matérialisé ici, où effectivement, à travers une étude que la banque avait commanditée auprès d'Albert pendant donc, la phase de préparation de l'étude, si vraiment on mise sur ces céréales et on adopte l'approche chaîne de valeur, l'Afrique peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, le riz, le blé, le maïs, le poisson, le soja, l'huile de palme, parce que ce sont des produits qui sont utilisés surtout pour l'Afrique subsaharienne comme aliments de base. Pour la zone du Sahel, le sorgho, le mil, le bétail sont aussi ciblés comme des filières, des chaînes qu'il faut soutenir. Et effectivement, avant, nous, quand on était enfants, en tout cas, ce n'était pas compréhensible qu'on importe le sorgho ou bien le mil ou le bétail. Mais maintenant, effectivement, ça, c'est devenu quelque chose de fréquent. Nous avons la zone de la savane
guinéenne. Où Madame Sow, je vais vous donner 2 minutes pour conclure. Ok, d'accord. Donc, je vais faire vite. Voilà, je vais faire vite. Je vais juste peut-être, en termes d'approche adoptée par la banque, au-delà de l'approche, donc, chaîne de valeur, qui aujourd'hui s'avère être une approche qui permet de lier donc, ces petits producteurs aux agro-industries et donc de leur permettre d'avoir un marché et un prix rémunérateur. Et donc, la banque intervient massivement dans les infrastructures. On l'a dit, les routes, l'énergie, le stockage, les marchés, c'est important. Le renforcement de capacité. À travers le renforcement de capacité, actuellement, la banque est en train de développer un programme phare sur les pertes post-récolte et l'agro-industrie. Et donc là également, c'est un domaine important. Bien sûr, l'implication du secteur privé, on ne peut pas ne pas en parler parce que la chaîne doit être tirée par le privé. L'État doit faciliter les dynamiques et avec cela également, on peut en tout cas y arriver. Bien sûr, l'appui aux petites et moyennes entreprises, notamment les jeunes et les femmes, à travers des mécanismes de financement qui permettent de partager le risque et aussi qui leur permettent d'accéder aux différentes innovations. Et bien sûr, le soutien institutionnel des États. Et à ce niveau, actuellement, la banque est en train de travailler avec les États pour l'implantation de zones de transformation agro-industrielle qui permettent d'arriver à une échelle de transformation qui permettent en tout cas de sécuriser donc les petits producteurs. Voilà, et donc je parlais tout à l'heure de cette initiative phare sur les pertes post-récolte qui a plusieurs piliers, donc la formulation des politiques et le renforcement institutionnel, tout ce qui est la transformation agro-industrielle et la conservation, les technologies également, et donc tout ce qui est l'approche chaîne de valeur qui aujourd'hui est l'approche privilégiée pour la Banque africaine de développement. Bien sûr, il y a quelques exemples qu'on a ici qui sont intégrés dans les interventions que la banque finance et qui sont des équipements, par exemple, les silos mécaniques pour la conservation des graines, un autre qui permet également un peu d'assécher les produits, notamment les produits horticoles, qui est le DHR. Ça, ce n'est que certains, mais il y en a beaucoup. Et actuellement, ça permet en tout cas sur les projets que nous finançons de voir des pertes considérables qui peuvent aller de 15 jusqu'à 2 à 5%. Et donc, quelques leçons peut-être juste qu'il fallait partager, qu'il faut vraiment avoir une approche holistique quand on veut adresser les pertes post-récolte. Il faut développer le partenariat public-privé, c'est important parce que également, ça permet en tout cas de créer beaucoup plus d'investissements et donc c'est important. Maintenant, la banque œuvre pour qu'il y ait une facilité qui permet de financer tout cela. Et actuellement, nous sommes engagés avec la Commission de l'Union africaine en charge de l'agriculture sur une proposition pour mettre en place cette facilité-là. Bien sûr, les renforcements de capacité, l'appui à la recherche qui est fait par la banque à travers le programme sur les technologies également, adresse ces pertes-là post-récolte. Et les technologies doivent être accessibles. Là également, la banque œuvre et c'est la raison d'être de ce programme-là. Voilà, donc voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour l'attention. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site web de la banque et nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions. Je vous remercie. Merci Madame Sow. Désolé de vous avoir un peu bousculé sur la fin sur la présentation. Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour poser des questions et il y a beaucoup de questions. Et on veut donner quand même l'opportunité aux panélistes de répondre. Juste pour dire à tous ceux qui ont posé des questions que si nous ne les répondons pas en live, on pourra les répondre et apporter des réponses en tout cas par écrit. Alors, certains des questions qui touchent à tous, il y a peut-être une question que je vais poser à Dominique.
puisque ça touche sur une question qui demande s'il existe des modèles d'unités de transformation mobiles et est-ce qu'on a une idée des prix sur ces modèles de transformation. Donc, il y a d'autres questions que je poserai à Madame Tal et Madame Sow, bien sûr, par rapport à ça. Donc, Dominique, si vous voulez vous lancer sur ce sujet technique, avant de répondre à d'autres questions un peu plus précises de la part des participants. Oui, merci de la question. Il existe effectivement des unités de transformation mobile qui ont été mises en œuvre dans des contextes aussi soit privés, soit publics ou public-privé. Par exemple, moi, j'ai participé à des unités qui avaient pour objectif d'aller dans les villages et de trier, nettoyer et calibrer des céréales, par exemple du maïs. Les producteurs de maïs tirent un prix inférieur quand le maïs il est pas trié, il n'est pas nettoyé. Les gens qui viennent acheter le maïs négocient âprement le prix. Et donc, si on arrive à faire un maïs, par exemple, exemple de pierre, de souillure, etc., et qui soit calibré en sachet, il y a beaucoup à gagner pour les producteurs. Donc, l'idée dans ces unités, c'est toujours d'aller au plus proche de la production, en fait, de la production agricole, pour apporter de la valeur ajoutée chez les producteurs. Voilà. Donc, ça existe sous forme sur des plateformes de camions, par exemple. Ça peut exister aussi sous forme de containers. Donc là, c'est des milieux fermés pour des transformations humides, comme des jus de fruits, des containers qui peuvent être déposés quelque part, y rester quelques semaines, on va dire, pour transformer et ensuite aller dans un autre lieu. Ça existe. Je peux envoyer des références sur ces expériences. Merci de les partager avec nous. En tout cas, votre présentation a suscité beaucoup d'intérêt, donc je suis sûr que on se fera un plaisir de disséminer les informations que vous partagerez avec nous. Alors, une question que j'aimerais poser qui est venue des participants à l'endroit de Madame Tal, qui est en anglais, how do we ensure that smallholder farmers, especially women, are able to have the required capacity to harness the economic benefits and promote the nutritional benefits of food products? Donc, comment s'assurer que les petits exploitants agricoles, particulièrement les femmes, puissent avoir accès donc, aux capacités qui sont nécessaires pour justement tirer plein profit des bénéfices économiques et promouvoir donc une meilleure nutrition, qualité nutritionnelle de leurs produits, tout en faisant que ces produits soient accessibles à tous. Madame Tal? Oui, merci. Donc, je voudrais dire que je n'ai pas la vidéo. Hein? Non, vous pouvez y aller quand même. On vous entend très bien. Donc, je disais que je ne sais pas si la question m'est destinée, mais c'est avec bonheur que j'aimerais bien qu'on puisse accentuer les capacités des petits producteurs à la base qui sont dans la transformation, de pouvoir accéder aux facteurs de production. Parce qu'en ce moment, même si elles ont les intrants, parce qu'il n'y a que les intrants que les productions agricoles peuvent nous garantir. Mais après les intrants, il y a toute une panoplie de choses, de machines, de dispositions à prendre pour aller vers vraiment une transformation à l'économie. Et puis, dépendance alimentaire vis-à-vis de l'importation. Et ça, c'est un grand problème pour lesquels il n'y a que les femmes qui font des propositions, mais peut-être assez petites, sporadiques, qui méritent d'être mises à l'échelle pour qu'on puisse le faire. C'est là-bas qu'on attendait la BAD. Par exemple, la Banque africaine de développement, on l'attendait sur des questions qui ne sont pas traitées par les banques classiques commerciales qui viennent en Afrique pour chercher de l'argent. C'est là-bas qu'on attendait vraiment la banque de développement, pas seulement pour soutenir les États, pour fournir aux États des choses qu'ils ont besoin pour développer, mais pour le développement à la base, je n'ai pas senti. Depuis 10 ans, moi, j'écris à la base, à Rokhaya Traoré. Je donne un nom et il faut m'en excuser.
depuis 10 ans, depuis que je mettais la première pierre de cette usine, pour leur dire accompagner les femmes dans la transformation des produits. La question de la dame, c'est des organisations comme la BAD, accompagnées de CERFAM et d'autres, qui peuvent se dire, bon, tiens, cette année, on va moderniser 50, 100 unités de transformation modèle qui peuvent nous garantir un niveau de production, de disponibilité alimentaire de 3%, de 10%, de 5%. Mais au lieu de ça, on ne comprend rien de nos banques de développement, au point que, véritablement, Madame Sow, il faut m'excuser, petite sœur, mais je pense qu'il y a, je l'ai dit avant mon propos, avant même de savoir qu'il y avait la BAD autour de la table. Il faut une harmonisation des actions des partenaires au développement. Tous, c'est des amis. Il n'y a que la BAD avec qui je n'ai jamais travaillé. Sinon, toutes les autres structures, que ce soit et la Banque mondiale, la FAO, qui sont dans l'agriculture, travaillent avec nous et aident beaucoup les femmes. Donc, nous demandons à ce que, puisque tout le monde ne peut pas tout faire, chacun ne peut pas tout faire, une certaine mise à l'échelle, et cette femme peut aider, avec la CEDEAO, à harmoniser un peu le mapping qui est réalisé au niveau des organisations et des activités à la base auprès des petites. Parce que les organisations de femmes, telles que je les connais, n'ont pas les moyens d'aller chercher la BAD, d'aller écrire un proposal en français ou en anglais, pour déposer, dire voilà ce que je fais. Elles ne sont pas parties à l'école. C'est à la BAD et à nous-mêmes, nous autres, là, qui doivent aller, en tout cas, mettre en place des plateformes et essayer de les chercher du point de vue géographique. Dire voilà, maintenant, je vais dans le bassin arachidier. Combien d'unités, d'initiatives il y a dans le bassin arachidier? Je vais dans la zone des Niayes. L'Union européenne le fait. Il faut m'excuser de les citer. Ils font un mapping général de toute la zone des Niayes, appellent les acteurs, tous acteurs confondus, sans distinction, sans qui, et puis les organisent et leur donnent les moyens de les accompagner. Le renforcement de capacité commence déjà par l'identification des acteurs. On ne peut pas renforcer les capacités d'acteurs pour lesquels on n'a pas encore identifié. Et ça, je pense que c'est un très grand problème au niveau de nos acteurs. Le temps étant parti, bon, évidemment, je voulais vous dire au revoir. J'aimerais bien avoir une vidéo pour vous dire au revoir, mais jusqu'à présent, ma vidéo... Merci, Madame Tal. Je vais donner l'occasion, en tout cas, à Madame Sow, d'apporter quelques éléments de réponse. Je sais que vous êtes attendue à la présidence, mais sinon, nous allons vous mettre en contact afin que vous puissiez continuer cette conversation. Alors, la question, vous avez apporté des éléments de réponse importants. On va poser une dernière question, hein, et le reste se fera par écrit. Mais je veux dire, aussi bien Dominique que Madame Sow, il y a une question qui trouve sur qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour améliorer les chaînes de valeur alimentaire. So it was asking in English actually, what can we do? What can be done to improve the food value chain in the region? And how can countries in Africa look inward to put in place, implement policies, particularly trade, in terms of exportation, interregional trade policies, to improve food security, especially looking at government, relevant policymakers, and financial institutions, amongst others. So I don't know who want to go next. Maybe first Madame Sow before Dominic. Oui. And let's be very, very, very brief, as we're left just with a few minutes to conclude the webinar. Yes, I think as the question is in English, I can try to respond to him or to her in English. This is really a very, very key issue. We can't think value chain if we still have subsistence agriculture. So we have to change the mind. The mindset should be changed. The states, the countries, the government should focus on putting the enabling environment, putting the hard infrastructures like the roads,
energy, water for irrigation, to ensure that the quality, like the norms, are applied. So we have laboratories to do testing. That Madame So, you muted. On l'a perdu. The microphone is muted. Ah, okay. Voilà. Okay, she's back. Voilà. Donc, well, I was saying that we can't develop agriculture only with government. The government have a role to play in putting the infrastructures. The private sector should lead the value chain. And for that, they need the environment. They need to have all the guarantees that they will not lose their money, because agriculture is a business, as the president of the African Development Bank used to say. We can't continue to do agriculture as we were doing. And for that, I agree fully with what Madam Tal said. The Bank African Development should continue to invest at the macro level, but also to support the smallholders, the women. And I finish because Madame Tal un peu interpellé là-bas. Ce que vous dites est tellement vrai. La Banque africaine vient de développer ce qu'ils appellent la facilité AFAWA, Affirmative Financing Action for Women, juste pour les femmes, parce qu'elles ont des besoins spécifiques. La banque avait l'habitude d'intervenir à un niveau élevé et de cibler le privé à grande échelle, en donnant des lignes de crédit aux banques commerciales pour que ces banques puissent s'adresser aux petites et moyennes entreprises, aux petits producteurs. Tout cela aussi, c'était parce qu'il fallait une subsidiarité et que les acteurs devaient chacun, en tout cas, faire ce qu'il peut faire peut-être de mieux. Mais la banque, de plus en plus aujourd'hui, cible les jeunes avec Enable Youth, qui est un programme dédié spécifiquement à l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des jeunes diplômés, et AFAWA, qui est un mécanisme de financement qui cible uniquement les femmes. Donc, vraiment, je vais prendre les contacts de Madame Fall, parce que je pense que vous pouvez amener de la valeur à ce que fait la BAD et que donc, vraiment, ce sera un plaisir de continuer les échanges. Voilà, merci. Merci Madame So. Et nous sommes contents d'avoir pu justement permettre cette connexion. Je vais laisser une dernière minute à Dominique avant de conclure. Excusez-moi de vous. Je sais que le sujet est passionnant, mais nous avons aussi des interprètes qui auront besoin de souffler un peu. Donc, une petite minute à Dominique avant de se donner rendez-vous, bien sûr, pour continuer les discussions en ligne. Oui, pour répondre à la question concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai une approche assez pragmatique en disant, voilà, il y a des choses qu'on réussit pour limiter les pertes post-récolte, des initiatives, des innovations qui ont réussi, souvent parce que c'est les opérateurs eux-mêmes qui ont trouvé des solutions. La recherche contribue, mais c'est souvent les opérateurs, les petits exploitants, les petites entreprises qui innovent. Donc, ces innovations et ces réussites, moi, je pense qu'il faut les partager. Voilà, il faut les partager, il faut les faire connaître. Et quand j'entends Madame Fall, Madame So, et je me dis que voilà, on a tous les éléments pour partager avec les entreprises, moi, si je représente la partie innovation et Madame So, la partie, on va dire, aide à l'initiative, on peut faire des démonstrations, des formations, des petits producteurs et aussi des petites transformatrices, parce que c'est souvent les femmes. Je pense qu'il faut avoir une approche très pragmatique là-dessus. Voilà, c'est un peu ma conclusion. Et je dirais que là-dessus, sur une approche comme ça, les trois intervenants que nous sommes, avec Madame Fall et Madame Tal, on a des approches très complémentaires. Et en conclusion, peut-être on aurait intérêt à se rapprocher pour envisager, voilà, des choses communes, des projets communs. Voilà.
Merci Dominique. Avec votre permission, je dirais même le CERFAM a précisément vocation aussi à apporter sa contribution à la discussion, notamment dans le domaine de la recherche, mais aussi dans la recherche de ces partenariats élargis qui vont permettre, vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de bonnes pratiques. Il faut savoir que le CERFAM a une plateforme de gestion de connaissances, donc le partage de bonnes pratiques, et nous voulons pouvoir justement utiliser la coopération sud-sud et le renforcement de capacités, travailler avec les parties prenantes afin qu'on puisse apporter ces solutions là où il y en a le plus besoin. Alors, toute chose a une fin, comme on dit, la fin du webinaire ne marque pas la fin de la discussion. Je suis content que nous ayons pu trouver en tout cas des voies pour poursuivre cette conversation et des voies de coopération. Alors, j'aimerais justement remercier l'ensemble de l'équipe qui a permis de faire ce webinaire qui est le 4e que nous faisons, le CERFAM et Agrium, mais une fin à la série pour 2021. Nous allons proposer d'autres thématiques pour 2022 et on peut vous assurer en tout cas que la qualité des panélistes que nous avons eus aujourd'hui et l'intérêt manifesté par les participants montrent à quel point ces sujets sont importants, non seulement pour apporter un diagnostic de la situation, mais plus important aussi, avoir des recommandations concrètes. Donc, j'aimerais vous remercier vraiment d'avoir pris de votre temps pour être à ce webinaire qui sera disponible. L'enregistrement sera disponible en ligne. Nous partagerons les questions qui ont été posées, auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct avec les panélistes qui apporteront des réponses écrites. Et donc, nous allons continuer, en tout cas, ce partage de connaissances et on va dire ces conversations qui vont dans le sens justement d'améliorer ou de réduire, de mitiger la problématique. Alors, j'aimerais conclure, si vous le permettez, sur le message de Dr Agnès Kalibata, qui était l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le sommet des systèmes alimentaires, qui disait qu'il n'y a pas une seule réponse qui transformera nos systèmes alimentaires. Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen. Non seulement la volonté, mais aussi la passion et la détermination des gens du monde entier. Donc, voilà comment le changement pourrait survenir. Je sais que le travail a déjà commencé et aujourd'hui, nous avançons encore un pas dans ce sens. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention et vous donne rendez-vous, en tout cas, au prochain webinaire Agrium CERFAM avec tous ses partenaires. Merci encore à Dominique, Aminata et Madame Tal pour votre présence et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Merci Patrick et toute l'équipe CERFAM. Au revoir. Merci bien. Merci, au revoir à tous.